Parce qu'on nous a souvent dit, mais pourquoi vous n'êtes pas montré? Mais je disais aux gens, mais en fait, quand on commence, en vrai, la réalité, c'est quoi? Qui C'est l'attire avec caméra main droite Bah ouais. et c'est feuille main gauche. Ouais. Parce que crois pas que tu as un iPhone 23. Hein. Tu as un truc qui est tout pété, tu vois rien du tout. Donc tu as ta feuille que tu as imprimée, au point phone d'ailleurs, et tu as ta feuille dans ta main gauche, et tu as ton caméscope, Ouais. tu pas ton boîtier, tu as ton caméscope dans la main droite. Les vainqueurs, les crèves, les vaincus racontent l'histoire. Les vainqueurs, les crèves, les vaincus racontent l'histoire. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup ouais, d'où tu viens, toi? D'où part ton parcours? Ouais. D'où part mon parcours. Non. Exactement. Moi, à la base, je viens du Blanc-Ménil dans le 93. Et à la base, je suis un passionné de rap, en fait, comme tout le monde. C'est-à-dire que je participe à un forum de rap sur Internet. Tu sais, les forums à l'époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, où ça s'échangeait des mixtapes, des albums, des sons que tu téléchargeais illégalement parce qu'en fait, il n'y avait pas de truc, tu vois, et que tu mettais sur ton MP3. À la base, moi, c'est ça. C'est je kiffais le son, tu vois. Et de fil en aiguille, je suis arrivé un peu à créer mon propre média, mais je pense qu'on va en parler. Mais en tout cas, de base, je viens du 93, passionné de rap, rien à voir avec le rap. Je connaissais personne qui était dans le rap, pas de connexion, l'oncle, le frère, Ok. le chien, rien du tout. Genre, C'est ça que qui est important de préciser parce que c'est vrai qu'on peut se dire, en vrai, quand on vient d'Île-de-France, parfois, on a toujours un pied à un moment de par un cousin ou par un grand frère. Toi, ton éducation rap, en tout cas, elle s'est fait toute seule, ou alors Ah. c'est quand même des grands Non. frères qui te mettent Non, dedans dans la musique. Bah déjà, moi, j'ai pas de grand frère. Donc, Ok. pour le coup, ça, au moins, de ce côté-là, c'est réglé. Moi, je suis tombé dedans à l'adolescence, on va dire. Parce qu'on va dire, avant 13 ans ou 12 ans, on va dire, t'écoutes ce qui est un peu écouté par tes sœurs ou peut-être tes cousins aussi, ou ça, les gens qui t'entourent, tu vois. Et en fait, à un moment donné, tu te fais ta propre éducation musicale, tu vois. Moi, je suis tombé dedans, je crois, avec Sniper, il me semble. Sniper, il y avait Sniper, il y avait Rimka, il y avait Rof aussi, il y avait Booba. En fait, toute cette école C'est quoi, début des années 2000 en gros? début des années 2000. Ok. Tu vois. En vérité, parce qu'à cet âge-là, tu commences à avoir 12, 13, 14 ans et tu t'intéresses à des choses qui te parlent réellement. C'est pas des sons que tu as juste entendus à la radio ou que ta mère elle écoute ou qu'est-ce. Là, c'est vraiment des choses qui te parlent vraiment et tu commences à t'identifier. Et après, de fil en aiguille, moi, j'ai continué en créant Rap Elite, en ayant justement un peu le forum Rap Elite où tu pouvais parler d'actualité, du rap, etc. Mais c'était vraiment, il n'y avait aucune ambition. Pas d'ambition économique, pas d'ambition de détrôner qui que ce soit ou quoi. C'est vraiment parler entre passionnés. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence pour la suite. C'est que de base, il n'y a pas de volonté réelle déjà d'en vivre tout de suite. Si tu kiffes, c'est comme si tu es avec tes potes, je sais pas, dans une soirée au coquet, vous parlez de la dernière sortie de l'album d'un tel, et ben là, ça se faisait, mais de façon virtuelle, tu vois. Et ça a créé une dynamique. Tu vois, c'est vraiment mes premiers pas, ça rentre via la création de ce forum-là. Il se fait quand du coup la création de ce forum-là? À quel âge? C'est en quelle année? Est-ce qu'on n'est pas en... Je crois que c'était en 2007, 2008 peut-être. Ok, Je crois que je dois avoir peut-être 17, 18 ans, quelque chose comme ça. ok, d'accord. Finalement aussi, c'est parce qu'il y a eu un développement aussi de tout ce qui est nouvelle technologie, on va dire. Je crois que YouTube s'est créé en 2005. Moi, je découvre un peu, réellement, je rentre vraiment dedans peut-être au début des années 2000. Après, en 2005, tu commences à avoir des plateformes. Je crois qu'il y avait Dailymotion aussi. D'abord, je crois qu'il y avait Dailymotion avant. Et après, il y a YouTube, il me semble, tu vois. Donc finalement, même côté digital, ça se développe. L'accès à Internet aussi. Tu commences à avoir des débits un peu intéressants. Parce que tu connais, quand tu voulais télécharger au début un truc avec les... Comment ça s'appelait? Emule et tout ça. Emule, Casa, tu vois, Ouais. tu téléchargeais des sons, ça mettait son temps, tu vois, la petite barre verte, tu vois. Donc à un moment donné, tu pouvais télécharger la musique autrement ou consommer de la musique autrement. Tout ça, tu le fais en parallèle de tes études, je pense. À l'époque, peut-être que oui, hein, je sais pas, mais à l'époque, je sais même pas s'il y avait des études Ouais, ou ouais, non, clairement. des créneaux qui étaient faits par rapport à la musique rap ou à toutes ces cultures-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Nous, on arrive un peu au début de ces choses-là, finalement. Il y Non, avait- mais même, je peux dire, une école de com, par exemple, ou un truc où tu Moi, pourrais te dire. ce que je fais quand je sors du lycée, une fois que j'ai mon bac, moi je fais un bac S, donc rien à voir, je fais un bac S. Et après, je fais une année de licence de droit, échec. Donc comme ça, voilà, échec. Ouais, on passe à autre chose. Échec parce qu'en fait, ça me parlait pas. Ouais. Tu sais, quand tu as ton bac, tu vois un peu de lumière, tu dis où est-ce que je vais aller me terrer. Bien Toi, tu sûr. trouves une planque là-bas parce qu'il y a du chauffage. Et Ouais. après, tu te rends compte que ça te parle pas forcément. Tu Mm. vois. Et après, j'ai fait un BTS com. Et ça m'a déjà un peu plus parlé. On n'était pas encore dans le digital, mais dans la com au sens large du terme. C'est-à-dire comment faire passer un message, les différents types de communication, des choses comme ça. Et après ce BTS com là,
j'ai fait une école dans le digital, mais j'avais déjà le média Rap Elite, tu vois. Ok. Au moment où moi je rentre Rap Elite sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, Ouais. ça part à partir de 2009, Rap Elite Traîne-moi, avec la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les interviews, etc. Et moi en 2009, je viens d'avoir mon bac, tu vois. Donc après en parallèle, je fais mon BTS Com, je fais après une école spécialisée en digital, tu vois. Je fais une alternance aussi dans une fondation, la Fondation Cartier. Ok. Ouais, je travaille dans le digital à la Fondation Cartier, donc même tout ce qui est art contemporain, ça me parle aussi. Ouais, mine de rien. Voilà, avec d'autres artistes qui n'ont rien à voir, mais ça me parle. Mais vraiment, le processus, il s'est fait naturellement et sans réelle ambition, en tout cas au début, d'en vivre forcément. Ces questions-là, elles se posent après. Mais au début, c'était vraiment le kiff, la passion, faire en sorte de faire des contenus qui te plaisent déjà à toi, qui plaisent à tes gars et qui plaisent aux gens qui regardent. Tu vois, essayer de poser des questions qui soient pertinentes ou toutes les questions que les gens se posent, mais qui n'ont pas forcément parfois la réponse, tu vois. Donc c'est pour ça que le style était un peu comme ça. Tu passes donc du forum à un véritable site, une plateforme ou un média, on va dire, entre guillemets, entre 2007 et 2009. C'est qui l'équipe au début de base, du coup? Parce qu'on vous connaît tous les deux, le binôme Karim et Kersh. Est-ce que c'est qui le patient zéro dans cette affaire? C'est toi? C'est lui? C'est moi au début. Karim, il arrive après. Karim, il arrive, je le rencontre en BTS. Ok. Je le rencontre en BTS parce qu'il a loupé sa deuxième année de BTS. Il foire son BTS, il l'a pas. Donc moi j'étais en première année, lui était en deuxième année. Il foire son BTS, on se retrouve dans la même classe. Ok. Moi je monte en deuxième année et lui il a redoublé son truc. Donc on se rencontre, il kiffe le rap aussi. Mais de base j'avais des gars à moi, des gars du quartier, des gars qui gravitaient autour de moi, avec qui on a monté les choses, ou en fait qui m'accompagnaient, c'est dans les interviews parfois, tu vois. Moi je faisais mes interviews, etc. et on allait ensemble, soit parce que certains avaient la voiture, soit parce qu'ils kiffaient ça aussi, et on participait, on a créé ça de façon collégiale un peu, tu vois. Moi en fait c'était vraiment un truc de potes qui kiffent ça. En fait c'était un peu qui même me suivent. Tu vois, c'était donc, il y avait très peu de gens finalement. Parce que j'ai envie de te dire, aller faire une interview de rap de je sais pas qui, je sais pas quoi, ça intéressait qui? En vrai, de vrai. Tu vois, les gens ils ont la flemme, ils sont au quartier, ils font de l'argent, ils font d'autres choses. Ils vont pas te dire de. Il y a quoi à gratter en fait, comme on dit souvent, tu vois. Et ça intéressait pas grand monde, ce que je peux comprendre, tu vois. Et après, de fil en aiguille, tu trouves autour de toi des gens, tu fais des rencontres, des gens qui se greffent à l'équipe, qui apportent, parce que tout le monde a apporté quelque chose. Tu vois, même des gens qui sont pas forcément restés sur le long terme, s'ils n'avaient pas été là, peut-être que j'aurais peut-être pas continué aussi. Typiquement, cette émission, elle sert à expliquer aux jeunes gens passionnés de rap comment on se lève un matin et on se dit je vais faire une interview d'un rappeur justement parce qu'il faut des contacts. Si tu me dis que tu n'as pas de contacts, exactement. Comment justement, ouais, voilà. Comment ça se met en place comment ça se met en place pour devenir un média entre guillemets, ne plus être juste un forum et un beau matin se retrouver devant Fianso. En fait, il faut savoir une chose, c'est intéressant ce que tu dis Geoffrey, et c'est bien que tu te soulèves cette question parce qu'on a l'impression que c'est facile, parce que tu sais moi je le raconte de façon assez courte et je synthétise parce qu'en vérité c'est 12 ou 13 ans en fait, de charbon, en plus on s'est croisés, tu vois, de charbon, de difficultés, de plein de choses. En fait à un moment donné, il y a une équipe de Marseille, ça s'appelait Street Skills à l'époque, le label de Street Skills, le label de Soprano, qui avait besoin de faire une interview d'artistes, c'était la Souija. Tu vois, le groupe La Souija. Et ils nous ont proposé, parce que le forum montait bien, on était déjà un petit peu en site, on avait fait le switch, de faire une interview des artistes là. Donc la première fois, une de mes premières interviews, c'est La Souija, un groupe de Marseille. Petit frère de Soprano. Exactement. Et il y avait aussi Zino dedans. Ouais. Zino qui travaille d'ailleurs chez Omnipro maintenant. Et leur structure même eux a évolué. Tu vois, à un moment donné, on a la possibilité de faire une interview de ce groupe-là. Donc on la font quand ils sont sur Paris. Je me rappelle à l'époque, il y avait aussi Econ qui était invité à leur Planet Rap. Okay. À l'époque, on était en 2009, tu vois. Et on était parti à Planet Rap Skyrock. Et c'était des choses qui sont tombées dessus, qui te sont tombées dessus, tu vois. Et après, il y avait au même moment le fils de Damon One, Béné, qui sortait son album. God damn. Tu vois, donc on a fait aussi Béné, un peu dans la même, on est en 2009, quelque chose comme ça, un peu dans le même laps de temps. Et il y avait aussi Mosco. Je me rappelle très bien Mosco, DJ Mosco, on avait fait une interview chez lui sur la terrasse de sa cuisine, n'importe quoi, tu vois, c'est un truc, rien à voir. Il y avait Béné en bas, on s'est dit, bah attends, on va faire Mosco aussi, on avait enchaîné. Vraiment, on est toujours au film. Tu avais été acheter un appareil genre, typiquement, tu avais déjà une idée de ce que tu faisais? J'avais pris la caméra de quelqu'un qu'on connaissait, d'un proche, mais on n'avait rien. Parce qu'on nous a souvent dit, mais pourquoi vous n'êtes pas montré?
Mais il disait aux gens, mais en fait, quand on commence, en vrai, la réalité, c'est quoi? Qui C'est la tire avec caméra main droite Bah ouais. et c'est feuille main gauche. Ouais. Parce que crois pas que tu as un iPhone 23. Hein. Tu as un truc qui est tout pété, tu vois rien du tout. Donc tu as ta feuille que tu as imprimée, au point phone d'ailleurs, et tu as ta feuille dans ta main gauche, et tu as ton caméscope, tu n'as pas ton boîtier, tu as ton caméscope dans la main droite. Tu vois, donc tu peux pas te montrer en vrai. Tu dois gérer déjà l'équilibrage, des questions, trucs. Je sais pas, c'est quoi un pied? C'est même pas c'est quoi un pied, t'as même pas de lumière déjà. C'est quoi des lights? Tu sais même pas c'est quoi des lights, tu vois. Tu vois, en soi, il y avait beaucoup de médias à l'époque. Je crois qu'il y avait Rap Impulsif, je crois qu'il y avait Bouscapé déjà, il y avait Ndaoud, je crois qu'il y avait un site qui s'appelait rap-français.com. Rap Touquet, tout ça. Rap Touquet. Ouais. Tu vois, en fait, il y avait beaucoup de médias, mine de rien. Mais En fait, c'était des sites, c'était des plateformes, mais c'était pas forcément des médias dans le sens qui faisaient du contenu, de la création de contenu. exactement. Il y avait en fait, on parlait beaucoup de rap via le web déjà. Tu vois, la presse écrite, je crois qu'elle commençait à être un peu presse écrite magazine. Rap, ça commençait un peu à ralentir. Donc nous, on arrive à ce moment-là. Et la question qu'on se posait, c'était qu'est-ce qu'on pouvait amener de plus en vrai. Mais quand on se la pose pas aussi clairement qu'aujourd'hui, tu vois. Mais à l'époque, c'est comment est-ce qu'on peut faire la diff? Comment est-ce qu'on peut faire un truc qui nous parle et qui parle aux gens? Et moi, j'ai toujours été dans cette logique de les débats, les machins trucs, tu vois, au quartier, oui, mais l'autre, il est plus fort que l'autre, oh, le foot, truc, machin. Tu vois, on parlait, poser des questions sur des parkings jusqu'à pas d'heure ou dans des halls, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, j'avais déjà cette faculté à me poser des questions sur plein de choses. Donc, quand tu es en face des artistes, essaie de leur parler, bien sûr, de leur projet, mais de savoir ce qu'il y a derrière. En gros, pourquoi je te dis ça, c'est que quand tu me disais, les gens qui regardent cette interview, ils vont se dire, mais comment on fait déjà? Il faut avoir une valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu peux ramener dans un marché qui est déjà bien fourni? Et tes personnes. C'est-à-dire que déjà, essaie de t'entourer d'un noyau dur de personnes qui vont te suivre et qui ont cette capacité à se dire, nous, on a envie de le faire avec toi parce qu'on kiffe la passion, parce qu'il n'y a pas d'argent au début. Crois pas que qui que ce soit va te payer pour quoi que ce soit. C'est vraiment la passion et en vrai, tu es à perte. Il ne faut même pas réfléchir à ça. Si, en fait, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, dans ce que nous, on a fait dans le rap, s'il n'y avait pas cette passion et cette envie de faire des choses nouvelles et apporter quelque chose, parce qu'on kiffait ça en vrai, bah on n'aurait pas pu le faire, c'est impossible. Parce que peut-être pendant 3, 4, 5 ans, c'est une activité en plus de ta vie normale. C'est comme ceux qui vont jouer au foot le dimanche. Ils disent pas qu'ils sont des joueurs de Ligue 1. Ils vont à 9h avec leurs gars, ils finissent ça à midi, ils se tapent dans l'épaule, ils disent « Ah ouais, lourd, c'était marrant ». Mais en vrai, ils savent très bien que c'est une passion. Ils sont amateurs. Et ben nous, c'était la même chose. Mais on essayait d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a le côté avoir ta valeur ajoutée. Après, il y a le côté commencer à se faire un nom, deuxième étape. Troisième étape, commencer à créer un petit modèle économique, ne serait-ce que pour te dire que même si tu n'en vis pas, tu commences à générer des revenus. Parce que ce n'est pas la même chose. Générer des revenus et en vivre, ça n'a rien à voir. C'est toi qui montes? Ouais, au début, c'est moi qui monte. Okay. Au début, c'est moi qui monte. Après, on a maintenant, il y a 100 personnes qui montent, tu connais. Peut-être pas 100 personnes, mais il y a des gens, tu vois. Ça roule en tout cas, tu vois. Mais au début, en fait, il faut être complet. Parce que tu n'as rien. Il faut être en capacité de faire ton interview, de la filmer, de la monter et de la diffuser. Toi et les gens qui t'entourent, tu vois, c'est un travail d'équipe. Rapelite, c'est toi qui le trouves? Ouais. C'était en 2007, 2008, tu vois. Et en plus, justement, c'était cette logique de se dire, bon, c'est pas un truc de ouf, hein, parce que je sais que tu vas dire, ah, tu prends le rap, tu dis l'élite, on essaie de faire de la qualité, et voilà, tu vois ce genre, bah, c'est un truc de ouf. Ça aurait pu être, voilà, ça aurait pu être Rapide Peufra, ou tu vois, mais voilà, c'est rap élite. Tu vois, okay. Rap Peufra ou Coquès, tu vois. Au début, là, tu me parlais du coup de Moscou, la Souija, etc. Et des étapes que tu gravis petit à petit. C'est quoi pour toi, par exemple, les premières grosses interviews qui font que ça entraîne tout ce qu'on s'est dit par la suite, c'est-à-dire les petites tapes sur l'épaule de « c'est bien, tu fais quoi ton taf ?» les gros marqueurs symboliques, on va dire, soit en termes d'interview parce qu'il se passe un truc de fou, parce que tu as une réponse de fou, soit parce que tu arrives à décrocher l'artiste que personne n'a ou le petit rookie que personne n'a encore eu. Moi, je te dirais les interviews, je pense, clés au tout début du parcours. Je te dirais Despo, je crois que c'est en 2009 ou 2010, je crois. Conviction suicidaire, il me semble, qui était chez Because à l'époque. On fait une interview où finalement, le style de Despo, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a des idées sur des sujets et que c'est toujours intéressant d'échanger parce qu'en fait, c'est un gars qui se pose beaucoup de questions.
colle avec notre style éditorial. Les questions, le débat, le comprendre, le pourquoi du comment. Donc forcément, c'est une interview qui a plu aux gens. Je ne sais pas si elle a fait énormément de vues, mais après cette interview-là, on a senti quand même qu'il y avait une différence parce qu'on a rencontré l'artiste qui collait bien à ce moment-là à ce qu'on essayait de faire. Et lui, il n'était pas forcément dans un truc où la question ne me plaît pas, où ils sont en difficulté. Parce qu'il y avait déjà sa gamberge et ça créait déjà une discussion où même c'était le genre d'artiste qui disait « Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu penses Et pourquoi tu dis ça ?» Il te demande ton avis. Donc, toi qui veux plus ou moins parfois avoir des questions qui peuvent pousser dans le retranchement, tu as intérêt à bien savoir argumenter parce que lui, il ne va pas te louper. Je crois qu'il y a aussi Booba en 2010, je crois, qui sort Lunatic, il me semble 2010 ou 2011, je crois qu'il y a Booba. 2010, je crois que Lunatic qui sort Lunatic, parce qu'à l'époque, nous, on ne s'en rendait pas compte. Je crois que c'était très rare, il faisait très peu d'interviews, tu vois. Et nous, on avait notre gars chez Because avec qui on s'entendait bien, Alexis, tu vois. Et il nous a mis en connexion, on a fait le format. Mais nous, on était aussi dans la logique toujours de faire une bonne interview et de poser aussi les questions que les gens se posent. Et comme Booba, c'était déjà un gros nom à l'époque, bah, ça a permis de donner aussi encore un peu plus de légitimité aux médias à ce moment-là. Et pour te dire, quand on l'a fait, on était en cours, je m'en rappelle, je crois, avec Karim, je crois qu'on s'est barré des cours parce qu'en fait, c'était en après-midi, on a dû partir dans le 92, je crois que c'était sur une terrasse d'un café. Pour te dire qu'en fait, il y avait le côté créer du contenu, mais il y avait le côté la vraie vie. On était encore étudiants à ce moment-là, dernière année, et on switchait entre les deux. Et après, on est revenu, je me rappelle, après l'interview, tu vois, pour te dire. Donc, on a sauté ces heures-là parce qu'on disait, vas-y, c'est important, on y va, tu vois, rien à voir le truc. Il y avait aussi Mac Taylor, 2012. Mac Taylor, cette rencontre a été importante parce que finalement, c'était un artiste qui était, en termes de ville, il est d'Aubervilliers, Karim Le Destin. Moi, je suis de Blanc-Ménil, c'était assez le 93, tu vois, cette zone du 93. Et finalement, c'est un artiste qui avait aussi de la gamberge sur la société, sur la condition des quartiers, sur l'entrepreneuriat aussi. Tu vois, Mac Taylor, je pense que c'est un des artistes qui a le plus compté dans notre parcours, indépendamment du côté interview, mais c'est plus du côté, les gars, vous avez peut-être quelque chose à faire, mais il faut se concentrer en fait, il faut bien faire les choses. Parce que des fois, tu n'as pas le recul sur toi-même. Tu vois, ton truc, il est cool, toi, tu veux peut-être pas en faire toute ta vie, tu vois. Et des fois, il te faut des gens, Mac Taylor comme d'autres, lui en artiste surtout, qui ont cette capacité de te dire, il y a quelque chose à faire si vous restez concentré et si vous faites correctement les choses. Parce que nous, on était un peu, un peu en mode sbelard. Tu vois, nous, c'était vraiment, tu prends des mecs du dehors, tu le mets devant un artiste, et on va poser des questions brutes de décoffrage. C'est quoi les questions à ces moments-là que tu poses à un Booba ou à un Mac Taylor que dans ta tête, tu te dis, ça passe ou ça casse? J'ai pas les questions comme ça, mais c'était, par exemple, un Booba, à l'époque, je crois, une question. Il avait sorti c'est pas une question de fou en vrai de vrai, mais avec le recul, c'est un jeune qui a 20, 21 ans, 17, il dit mais qui se me raconte lui? À l'époque, il avait sorti un son, je crois, ça s'appelle Boss du Rap Game. Et justement, la question, elle est super simple comme ça, mais sortie comme ça, je lui dis mais est-ce que tu te considères comme le boss du Rap Game? C'est pas une question de fou. Mais en fait, déjà, tu mets l'artiste dans un. Tu le sors de son, peut-être de son confort parce que lui, il dit ça dans un son. Et toi, tu vas prendre la petite ligne, la petite virgule, et tu vas sortir. Ouais, mais du coup. Tu vois, parfois, ça peut faire un peu procès. Mais les artistes qui s'en sortaient le mieux, c'est ceux qui avaient cette gamberge-là et cette capacité à pouvoir rebondir, répondre, ou des fois, nous mettre en difficulté. Tu vois, parce qu'il y a des artistes aussi qui avaient cette capacité à te renvoyer des questions qui étaient un peu compliquées, mais tu te faisais prendre à ton propre jeu. Par exemple, Sean, je me rappelle d'une interview de Sean, je ne sais plus c'était quoi la question. J'avais posé une question pensant que ça allait être une bonne question. Je vais me dire, on va voir ce qu'il va répondre. Il a eu une réponse et il y a eu un blanc parce que finalement, il m'a fait bégayer. Tu vois, là, et c'est marrant, on l'a laissé au montage à l'époque. Mais c'est bien parce que c'était une conversation brute et qui fait qu'en fait, les gens, ils appréciaient cet échange sans fioriture. Et c'est pour ça qu'au début, il y avait certains artistes qui étaient peut-être pas à l'aise dans le fait de faire des formats avec nous, parce qu'on avait un peu cette image de « Oh, c'est les relous, on vous aime bien, mais… » Pourquoi tu mens? Voilà, le Niro, la même chose. Niro, c'est la même chose. On est en studio à Joinville dans le 94. C'est des interviews qui sont longues, parce que les gens ils voient les extraits comme ça. Mais Mac Taylor ou Niro, c'est des interviews qui duraient peut-être 1 heure, en 4-5 parties. Et à un moment donné, des fois, t'insistes, ou lui, en fait, tellement il y a une complicité qui s'installe, et il dit oh non, tu mens. Non mais et tu bégayes et finalement en fait ça crée des séquences qui aujourd'hui sont isolées, mais sur le moment nous on le vit en mode
c'est une discussion comme s'il n'y avait pas de caméra. C'est ça qui faisait la force de ces contenus-là. C'est comme s'il n'y avait pas de caméra, tu vois. Et les gens, je pense qu'ils ont apprécié parce qu'ils voyaient leurs artistes sous un autre angle, en fait. Un angle un peu plus peut-être humain, un peu plus brut, tu vois. Et je pense après aussi, il y avait aussi à l'époque, c'est vrai que nous on était beaucoup dans ça, le titre. C'est-à-dire comment tu... t'en parler. Tu vois, tu vois, en fait, c'est... Oh, les titres de rap élite, maman. Tu vois, en gros, c'est une chose, c'est comment tu produis ton contenu. Après, c'est comment tu distribues. Comment tu le mets en valeur. Tu sais, ça fait très trafiquant, mais en vrai, c'est vrai. Ouais. C'est qu'en fait, comment tu fais en sorte d'avoir une différence d'emballage par rapport aux autres. Donc, il y avait des phrases accro je rigole parce que ça me rappelle des trucs. Les phrases, c'est quoi la plus grosse phrase? Je me souviens les 2 points, ouvrez les guillemets, souvent. Attends, si t'en as comme ça, là, je me rappelle. Parce que je sais que moi, j'en ai fait quelques-unes aussi qui étaient à l'époque sur Rap R&B. Attends. Et je sais que vous, il y a eu plusieurs périodes, pour ça justement je te laisse le temps de réfléchir, c'est que les médias ils ont beaucoup évolué. J'ai l'impression qu'il y a une décennie qui s'est passée là, de 2010-2020 on va dire, où les médias ont beaucoup évolué avec YouTube, etc. Et il y a notamment cette manière de présenter les interviews qui a évolué. On est passé de phrases un peu plus saignantes ou qui en donnent envie de cliquer à des phrases, à des grandes thématiques, parce que des fois on ressortait plus de phrases assez fortes. Quand les gens ils me disaient ouais mais lui il abuse ici, ça, tu vois, dans l'approche ils sont un peu brutes. Mais quand tu as un marché qui est déjà bien sclérosé, c'est-à-dire qu'il y a déjà peu de place pour faire la diff, tu es obligé à un moment donné de rentrer de façon un peu brutale. Parce que sinon de toute façon on va pas t'entendre. Tu vois, malheureusement, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme, je sais pas, tu regardes la téléphonie, quand Free sont arrivés avec leurs abonnements illimités, je sais plus à combien d'euros, ils ont cassé le marché en deux. Tu sais, en fait, tu es obligé de faire quelque chose de fort pour pouvoir rentrer dans un marché où il y a déjà des acteurs qui sont déjà bien en place. Donc, à un moment donné, ça fait partie du jeu. En fait, l'insolence ou l'impertinence, appelle ça comme tu veux, à un moment donné, c'est ça qui te permet de rentrer dans le truc. Et nous, on était comme ça, et ça allait avec l'âge aussi, et ça nous a permis après de trouver un style qui était tout aussi, peut-être parfois, je pense, intéressant, on posait les mêmes questions, mais d'optimiser aussi, tu vois. Mais ça, on le faisait, et en plus, on kiffe. Ça nous faisait rire quand même, ces genre de titres. J'ai dit, putain, ah ouais, ce titre quand même, t'es sûr? Et encore, par rapport à ce qu'on mettait, des fois, on freinait parce que c'était déjà trop, en fait. C'était vraiment... Il y avait aussi Tailleur qui avait bien marché, je crois que c'était la partie 1 de l'interview qu'on avait fait dans son studio. Je crois que c'était... et lui, il assumait à fond cette phrase, justement, à l'époque, parce qu'il nous l'avait bien expliqué. C'était « Oui, je veux que la France brûle comme en 2005 ». On avait mis ça en titre, je me rappelle, tu vois. Tu sais, des titres forts comme ça, tu vois, c'est ce qui faisait aussi que les gens avaient envie de cliquer, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça nous a permis aussi de nous faire voir, en fait, de nous faire reconnaître, je pense. Un mot déjà sur cette évolution, sur, par exemple, on va dire une émission qui cartonne, que vous lancez, qui cartonne, pour toi un concept que vous avez mis en place et qui est pour toi cartonné et à pérenniser dans le temps, et à l'inverse, un truc que vous avez tenté et qui n'a pas du tout marché. Si on doit synthétiser, justement. Ok. Je te dirais un truc qui a bien marché, je te dirais 2 formats, c'est l'immersion et le c'est quoi le son. L'immersion, ce sont des reportages de terrain où on va un peu dans les coulisses de ce qui se passe. Et encore une fois, je ne sais pas si tu te rappelles aussi, Geoffrey, à l'époque, on en faisait beaucoup, il y avait les making-of. Et nous, l'immersion, c'était une sorte de making-of plus. On ne voulait pas juste filmer la caméra, être un peu dans l'inside de comment le clip s'est fait. On voulait aussi aller chercher des moments marrants, des trucs que les gens ne voyaient pas, ce qui se passait sur des clips, des dingueries, ou parfois sur des concerts au Caucase, et vraiment aller chercher quelque chose d'atypique, vraiment de marrant. Tu vois, et ce truc-là, ça s'est fait parce que aussi, Karim, lui, il a une capacité. Lui, on va dire, on a 2 personnalités qui sont différentes. Moi, je suis plus le côté un peu sérieux, une longue interview de 3 heures. À la fin, tu dis, il est relou, lui. J'ai envie de boire de l'eau. Tu vois, moi, je suis le relou, on va dire. Et Karim, lui, c'est plus le côté gaulerie, petite blague, ça taquine, ça se vanne. Tu sais, avec les Niro, de ça, Koba. En fait, ce qui fait qu'on a 2 personnalités un peu complémentaires. Donc les immersions, elles se sont bien développées parce qu'il y avait aussi cette folie que Karim avait. Avec les artistes, il va leur dire des trucs bruts de découvrage. Pas sérieux, mais c'est des vannes de fou en fait. Tu vois, en fait, lui, ça se vanne en fait. Ça va faire réagir. Ça va faire réagir, et ça crée une émulation autour de ça, tu vois. Après, il y a eu le C'est quoi le son qui était un quiz musical. Pareil, de base, en vrai, l'idée, elle est claquée au sol. T'amènes rien de plus. Tu dois trouver des sons. Mais avec la sauce de comment on organisait les choses, y a Titaï qui nous a rejoint aussi sur ce format-là. On a rajouté la VAR avec Mitch et Karim qui anime le tout. On fait en sorte de créer des séquences, créer un bon moment où les artistes en fait
se vannent, il y a des mauvais joueurs, etc., etc. Toujours en fait, dans tous les formats qu'on essayait de faire, c'est ramener quelque chose de différent. Après, le mauvais côté, il y a un Pas le format mauvais côté, mais on va dire les formats ratés. Ouais, les formats éteints, les formats Tchouba, comme on dit, c'est éteint, c'est éteint. Peut-être des trucs qui ont moins marché. Non, nous, on est très dur entre nous sur ce genre de choses. Je crois qu'il y a un format qui s'appelait Fun Zoom. Rien que le nom déjà. Rien que le nom déjà, il y a un problème. Je te jure, même quand je le redis. Personne te jette la pierre, mon gars. Alors, J'ai fait tellement de formats avec Fun oui, il dedans. rigole, parce que c'est très bien. que- Et tu vois, je crois que c'était. L'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'il y a dans ton phone, un artiste. Tu vois, quand on commençait des trucs comme ça, les formats un peu courts, machin, tout le monde avait son petit format. Tu vois, on essayait un truc comme ça. Extinction des feux, éteint, mais Tchouba de fou. Mais, parce qu'en fait, déjà, il y avait déjà ça un petit peu ailleurs, il me semble. Et secondo, bah, ça amenait rien de neuf parce qu'en fait, les artistes n'avaient pas encore cette capacité, la génération quand on l'a fait, peut-être en 2014-2015, je crois, à avoir cette facilité sur la séquence. Sur comprendre que. Attention, le format déjà était éteint dès le nom. Mais après, pour qu'un format marche, il faut que toi, tu aies le bon format et que tu trouves les bons artistes et ça matche le tout. Voilà, que ça corresponde, tu vois. Et finalement, c'est pas quelque chose qui leur parlait. Et quand on arrivait avec une nouvelle génération qui arrivait un peu plus tard, avec des formats courts, ça a un peu mieux marché. Mais c'était pas un format ouf. Donc il y avait ce Fun Zoom là. Est-ce qu'il y a. Wow, Fun Zoom. Attends, est-ce qu'il y avait un autre format? Bah après, je vais pas te mentir, Geoffrey, et aussi pour ceux qui regardent ce format, à un moment donné, l'interview, je veux dire, tu es obligé de tenter. C'est-à-dire que pour avoir peut-être 2 réussites ou 3 réussites, tu vas peut-être faire 6, 7, 8 échecs. Tu es obligé de tenter parce qu'en fait, c'est pas facile ce qu'on fait, c'est de la création de contenu, même vous, ce que vous faites. Si tu proposes pas des choses nouvelles et que tu te rétames pas parfois, bah, tu sauras pas si c'est bien ou pas. Et des fois, c'est des questions de timing. Un format qui marchait peut-être pas en 2013, va marcher en 2016 parce que tu as les artistes pour. Tu vois, il y a des choses comme ça. Nous, par exemple, on avait un format qui s'appelait le Vous saurez tout sûr. C'était une interview où on dit on essaie aussi d'aller chercher du personnel chez les artistes. Je sais pas, ta plus grande qualité, ton plus grand défaut, des choses comme ça, tu vois. Et on l'a commencé en 2015-2016. Et finalement, c'était un peu, entre guillemets, bien sûr, parce qu'on n'a rien révolutionné non plus, l'ancêtre des formats courts de tu préfères manger quoi? Non. Tu sais, c'est ce truc un peu d'aller dans le personnel, mais de façon courte. Mais au moment où on le faisait, c'est pas tous les artistes qui voulaient le faire. C'était un peu la nouvelle génération. Les anciens, et des interviews entertainment et qui correspondaient aussi à ce que voulait aussi ce que le public voulait aussi consommer comme type d'information, quoi. Aujourd'hui, du coup, Rapelite, c'est plus un simple média. À quel moment est-ce que ça se diversifie, on va dire, que tu commences à proposer d'autres contenus? On l'a vu, ça arrivait assez rapidement. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une boîte d'édition, c'est ça? Ouais. On en parlait tout à l'heure, toi, tu as toujours été très fan de l'instru. Donc du coup, ce qui fait que maintenant, tu bosses directement avec des beatmakers. En fait, l'idée, c'est que quand Rapelite évolue, quand le média évolue, je pense, moi, j'ai toujours kiffé les instruments. Même quand j'étais plus jeune, j'avais des gars de mon quartier qui avaient un groupe qui rappaient, ils étaient 3. Et moi, j'étais le genre de mec qui proposait des instrus. Il y a ça, c'est pas mal, tu vois. Mais déjà, de moi-même, je kiffais les instrus, tu vois. Je suis le genre de mec qui peut écouter une boucle comme ça et ça me fait kiffer, moi, j'aime bien, tu vois. Et quand on arrive en 2016, au niveau du média, on commence un peu, je dirais pas à s'ennuyer, mais on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en termes d'entrepreneuriat pour générer de nouveaux revenus et pour aussi kiffer? Qu'est-ce qu'on aime bien, tu vois? Et de fil en aiguille, moi, je me dis qu'on peut se lancer peut-être dans tout ce qui est édition. J'y connais rien de base, tu vois. Et on commence à se renseigner sur le sujet. Il y a des gens qui nous entourent, qu'on a connus dans la musique, qui avaient des boîtes d'édition ou caisses, tu vois. Et on se dit, ouais, ça peut être une activité qui peut nous parler, sachant que ça te fait découvrir autre chose, tu vois. Un autre pan de l'industrie. Tu as le côté média, bah, tu peux très bien avoir le côté édition aussi, si ça te parle de base. C'est comme le média, c'est que déjà, il faut que tu aies dans ton caractère ou dans ton profil une envie d'eux. Tu vois, moi, je kiffais les instrus. Donc, après, on s'est mis à chercher des compos et on est tombé sur un compo de Lyon qui avait sa page YouTube, Julien Dopless, qui avait sa page YouTube, il mettait des sons comme ça, tu vois. On connaissait ni Nanon ni Dev, comme on dit, tu vois. Et on l'a contacté et de fil en aiguille, ça a commencé comme ça. Après, il a signé avec nous. Donc, on a commencé à envoyer ses compositions. Elles ont plu. On a envoyé ça à SCH, à Jou, la Kalash Criminel. C'est des artistes avec qui on s'entendait bien déjà, dans le média.
Et on leur a dit, ouais, bon, écoutez, on a des compos qui peuvent vous plaire, tout ça. Et ce qui est cool, c'est que les artistes en question, ils ont pris le temps d'écouter. Il y a des choses que ça parle, ça parlait, il y a des choses que ça parlait moins. Et voilà, on échangeait régulièrement, soit par mail. Et voilà, ça s'est créé comme ça, tu vois, ces dynamiques-là. Et de fil en aiguille, on a signé d'autres compositeurs. Tu vois, il y en a un que j'ai rencontré en sortie de Planet Rap, je sais plus de qui, tu vois. Il était avec son gars, Requin Beats, avec Mokrane, tu vois. Et on les a rencontrés comme ça, le feeling est bien passé et on l'a fait signer aussi sur notre structure. Il y a Mitch qu'on a rencontré parce qu'en fait, il était rentré en stage chez nous pour faire du montage vidéo. Donc rien à voir. Et moi, je savais même pas qu'ils faisaient des prods de base, tu vois. C'est Karim qui me le dit parce qu'ils en ont parlé, tu vois. Et de fil en aiguille, tu vois, on se dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire parce qu'il était bon aussi. Et on l'a signé sur notre boîte d'édition. Et en gros, l'idée, c'est que tu fais en sorte, pour synthétiser, pour vulgariser au mieux, tu fais en sorte de développer la carrière de tes compositeurs en leur trouvant des opportunités de placement. C'est-à-dire que soit dans des albums, soit dans des publicités, soit dans des films, courts-métrages, longs-métrages, peu importe. Et tu t'occupes du respect aussi du respect de leurs droits d'auteur, de leurs œuvres, etc. En termes purement économiques, c'est quelque chose qui vient en complément de Rap Elite. C'est carrément du 50-50. Rap Elite, en gros, pour faire court, pour synthétiser, pour bien que les gens y comprennent, ça reste quand même le vaisseau amiral. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui a le plus d'ancienneté, qui génère le plus de revenus comparé aux autres. Et les éditions, ça vient comme un complément en fait. C'est plus un complément qu'une source principale. En même temps, quand tu regardes bien 2016-2017, aujourd'hui on est en 2022, c'est 5 grosses années, on va dire, 6 grosses années. Tu vois, donc en fait, c'est encore jeune pour le développement d'une boîte. En tout cas, il faut que les gens qui regardent ce format, qui sont intéressés par faire des choses dans la musique, il faut savoir que ça va prendre son temps. Et tu vas souffrir. En fait, souffrir, c'est normal. Souffrir, c'est la base. Tu vois, et ça fait partie du jeu. Et même si tu as un buzz, hein, parce que même si tu arrives très fort, après, il faut tenir. En fait, c'est soit si tu arrives lentement et quand tu arrives au point où est-ce que tu vas arriver, bah, tu as déjà un peu, on va dire, les mollets qui sont prêts parce que tu as pris l'escalier. Soit tu as pris l'ascenseur, mais après, il faut rester en haut. Donc, c'est une autre difficulté. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu vas souffrir et ça va être compliqué, parfois peut-être émotionnellement, même par rapport à ta vie privée, plein de choses. Mais ça fait partie du jeu. Tout le monde. Ils font tous les mythos. Oh, ça va, moi, ça va, frérot. Tu souffres. Mens pas. Tout le monde souffre un minimum. Et ça fait partie de la logique entrepreneuriale, tu vois, en fait, en vrai de vrai. En dehors de Rap Elite, toi, à titre personnel, aujourd'hui, tu es sur d'autres trucs. On te voit notamment sur Bouscapé. C'était une volonté de ta part de... On s'en parlait la dernière fois, mais c'est vrai que c'est ce qui t'a motivé. C'est quoi qui t'a motivé, toi, du coup, à aller commencer à bosser, à participer à des émissions pour Bouscapé? Parce qu'en fait, à un moment donné, comme je disais, on en parlait la dernière fois, et j'en parlais même avec Ahmad et avec d'autres personnes, c'est qu'au début, quand tu crées une structure, en fait, l'idée c'est de faire ta place. Comme même Bouscapé à l'époque, je crois qu'ils ont 5-6 ans d'avance sur nous. Et aussi, ils faisaient leur place, ils étaient déjà bien en avance par rapport à nous, tu vois. Et l'idée, c'est que nous, quand on arrive, on est un concurrent, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, qu'on le veut ou non, même s'ils ont un niveau beaucoup plus avancé, bah, ils se disent aussi, je pense, bah, il y a un nouvel entrant sur le marché qui fait des contenus. Parfois, on se croit sur les promos ou pas. Mais chacun veut faire sa place, tu vois. Et au bout d'un moment, une fois que les années sont passées, chacun a fait sa place d'une certaine manière, à sa façon. Hein. Nous, par exemple, on s'est développé en média, en édition avec d'autres trucs aussi. Ici, on développé en full média et avec réussite, tu vois, en développant le côté brands, etc. Tu vois. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on peut inventer encore? Mais quand tu es dans ta maison et que tu te dis que bah, j'ai fait à peu près tout ce que je pouvais faire en interne. Et pour te dire, nous, on avait une idée de faire des débats, en fait. Faire des débats, ramener des gens, etc., etc. Et eux, ils avaient déjà cette idée qui était déjà beaucoup plus avancée. Et je crois que Chris aussi, lui, ça a toujours été, c'est un mec du rap US, mais il connaît aussi le rap français, de bonnes bases, même plus que des bases en rap français. Donc à un moment donné, l'idée se dit, Ahmed, il me dit, ouais, est-ce que tu serais chaud pour intervenir dans l'émission, tout ça. Voilà, nous, on lance une émission de débat. Je fais, ah ouais, mais en plus, nous-mêmes, en vérité, on voulait en faire une, etc. Ils étaient déjà beaucoup plus avancés, tu vois. Et ça s'est fait naturellement comme ça, parce que qu'est-ce qu'on peut inventer à un moment donné de nouveau qui accroche les gens, tu vois. Et il faut aussi des gens qui ont cette capacité de parler de certains sujets avec une connaissance, avec un certain bagage. J'ai envie de te dire, et c'est pour ça qu'au début, on s'exprimait peu, quand je pars du principe que moi, quand ça fait 2, 3, 4, 5 ans que tu es là, et je parle pour nous, notre vision à cette époque-là, on est en 2008-2009, pour moi,
tu dois d'abord prouver. Avant de communiquer ou de parler, tu dois d'abord prouver. C'est-à-dire que t'es qui, t'as fait quoi, tu viens d'où. Il faut acquérir cette espèce de légitimité, aussi modeste soit-elle, je pense. On n'est pas dans l'ère où aujourd'hui tout le monde parle avec facilité, il y a les réseaux, etc. Nous, il y avait beaucoup ce côté, je pense que c'est dans le rap français en général. Il faut prouver comme un rappeur qui voulait sortir un projet où son engouement, son buzz est monté autour de lui. Tu dois kicker autour d'une table, tout le monde est chaud, il faut être chaud en freestyle, il faut prouver. Cette collaboration avec Bouscapé fait que du coup, voilà, vous étiez connectés. Ouais. J'en arrive à l'interview d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que la propale t'arrive entre les mains et c'est quoi ta première réaction? Je crois que il me semble que c'est Ahmad qui m'appelle. Je sais pas si on était un jeudi soir, je crois que c'est Ahmad qui m'appelle. Et je sais pas si on avait déjà fait Deal et Terme. Il me semble qu'on avait déjà fait des épisodes de Deal et Terme. Il me dit, ouais, j'ai 2 questions à te poser. Il me semble que c'était ça. Hein. Tu me fais, ouais, qu'est-ce que tu penserais si on faisait une interview d'Emmanuel Macron chez Bouscapé? Première question. Et deuxième question, il me dit, est-ce que toi, tu serais chaud pour la faire? Tu vois. Après, on s'est dit aussi qu'il fallait faire quelque chose qui parle à la jeunesse et qui parle au quartier. Et qu'il ne devrait pas y avoir de limite dans les questions, comme tu dis. Il n'y a pas eu de relecture des questions de son équipe, ni de lui, ni de rien du tout. Et j'ai bossé l'interview avec Nesrine. Nesrine, c'est une journaliste qui est déjà indépendante, politique, qui, elle, déjà, a plus que des bases déjà dans ce secteur-là. Tout ce qui est politique, société, c'est une journaliste engagée. Donc, elle est déjà beaucoup plus à l'aise sur beaucoup de sujets comparé à moi. On a bossé l'interview à 2, et c'est une interview qui a fait parler les gens parce qu'il y a des gens qui ont été… Vous avez eu raison de le faire parce que vous avez posé les questions que les gens se posaient. Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de relecture aux coquesses. Et de l'autre côté, il y avait, je peux comprendre aussi les autres personnes qui disaient « Ouais, mais vous êtes fait avoir parce que c'était opportuniste. Mais si tu lui poses des questions que beaucoup de personnes dans la jeunesse et chez les gens des quartiers, et aussi parce qu'il y avait une thématique sur les violences faites aux femmes, les violences sexistes et les violences faites aux femmes, bah, poser les questions que les gens se posent, finalement peut-être que de base c'est quelque chose d'opportuniste, le fait de demander cette interview à ce moment-là, mais toi tu poses les questions en fait, et finalement les gens ont des réponses. Donc il y avait ces 2 états d'esprit qui se sont, on va dire, fightés au moment où le format est sorti. Surtout quand il y a eu la photo, les gens ils n'ont pas compris. Même des gars à moi. Et je comprends pas, qu'est-ce que vous faites? Mais non, non, pourquoi? Tu vois, ce que je peux comprendre. Et de l'autre côté, il y a des gens qui étaient en mode, ah ouais, c'est bien, c'est cool, ça va parler de quoi? Et voilà, mais en tout cas, ça a fait parler. Et eux, là, en vrai de vrai, tu kifferais, ce serait moi, quoi ton interview croisée de rêve ou celle que tu adorerais faire là? Tu sais, ce qui est fou, ce que je veux dire, Geoffrey, et c'est pas de la langue de bois, c'est qu'en fait, moi, j'essaie de passer les étapes, mais ce qui me parle plus, c'est développer des nouveaux projets. C'est pas une personne en tant que telle, tu vois, le côté interview d'une personne en tant que telle, c'est proposer des nouvelles choses. Par exemple, les émissions de débat, je kiffe, parce que ça apporte quelque chose de nouveau. Ce qu'on est en train de faire, on ne peut pas en parler là, à ce moment-là, Geoffrey, aussi où on se croise souvent, je kiffe aussi, c'est nouveau. Moi, ce que j'aime bien, c'est la nouveauté et l'inédit. Après, qui, quoi, comment, bah, vas-y, on y va. C'est comme quand on part en immersion en Thaïlande avec Naps, la crime, Mystery, etc. C'était pas prévu. 4-5 jours avant, c'est pas prévu. Donc c'est un truc qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Quand on part en Allemagne avec Koff, on va voir Ribéry, c'est pas prévu aussi. C'est ça qui fait aussi la beauté de ce métier-là, c'est que tu sais pas ce qui va se passer. En tout cas, moi, si je pouvais me dire ce que je souhaiterais ou ce dont je rêverais, c'est des choses toujours plus intéressantes. Si tu peux aussi inspirer, influencer les plus jeunes aussi qui sont derrière, qui ont aussi besoin de réponses à leurs questions. C'est pour ça que c'est bien ce type de format que vous faites aussi, parce que ça permet de mettre la lumière sur des acteurs de l'industrie, pas forcément que des artistes, et qui ont un parcours, je pense, aussi intéressant. Et si ça peut, ne serait-ce que, même si cette interview fait 367 vues, s'il y a peut-être 3 vues d'une personne, si tu motives une personne, comme moi, d'autres personnes ont pu m'inspirer, bah c'est cool aussi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement qui je vise, c'est plutôt les projets que j'ai envie de développer, l'inédit, apporter quelque chose aussi, donner du sens. Si tu peux donner du sens à ce que tu fais, c'est cool aussi, tu vois. Attends, j'écoute quoi? MIG, j'ai écouté Fresh, j'aime bien Naïr. Lequel des Fresh? Les deux. Tu sais que les deux j'aime bien. Tu sais que les deux j'aime bien. Mais j'aime bien la douille. J'aime beaucoup la douille. Mais les deux j'aime bien, tu vois. Et pour le coup, il est sorti de l'émission, il a réussi à transformer derrière. Mais bon, bref. J'aime bien aussi l'ESRAM.
Wavy, Doria, j'écoute, Joysad, Saf. Il y a beaucoup de pépites. Frénétique, Gianni. En fait, moi, j'écoute la musique un peu en single. Tu vois, il y a 50K aussi, un artiste du 91 que les gens connaissent. Parce que je vais citer des noms, tu vas me dire, oh, mais ça, lui, on sait déjà. C'est quoi? On fait un jeu. Je fais le truc. Je vous donne des noms. Si pour vous, on sait déjà, vous me dites, ah, tu veux nous blaguer. Ok, d'accord? On fait comme ça. On met une croix, on fait un c'est quoi le son. Voilà, voilà. Est-ce que Saf, pour vous, on sait déjà ou. Ok, moi, je pense qu'il a un gros potentiel, mélodie, musicale. Je pense que ça va faire quelque chose. Niax, Lesram. On est d'accord? Les vainqueurs, les crèves, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs, les crèves, les vainqueurs racontent l'histoire.